Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est Anis du site réussirlegemat.com et dans cette vidéo, on va parler avec Alexis. Il va nous raconter son expérience avec le MBA. Il a été admis à INSEAD et HEC, les deux meilleurs MBA en France et dans le top 5 en Europe. Il va nous raconter son expérience avec le GMAT, avec les entretiens, et il va nous dire quel MBA il a choisi et pourquoi. Donc, Alexis, il a eu un très, très, très bon score en GMAT. Donc, il va aussi nous expliquer comment il a pu avoir ce score-là. Donc, avant de commencer de parler GMAT et interview et tout ça, je veux que tu te présentes un peu, Alexis, et tu nous racontes un peu de ton parcours, quelles études tu as fait, pourquoi tu voulais faire un MBA et tout ça. Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Alexis. J'ai aujourd'hui 29 ans. Je viens d'un parcours assez classique en France, qui est celui de la prépa et de la grande école d'ingénieur. J'ai étudié en région parisienne et je me suis spécialisé en génie civil. Et ensuite, j'ai travaillé environ 5 ans, un peu plus de 5 ans en construction avant de rejoindre mon MBA. Pourquoi le MBA? Parce que ma carrière finalement était très dynamique, mais je sentais que le MBA allait pouvoir lui donner un impulse encore plus sérieux avec un nouveau, je dirais, toolkit, des nouvelles compétences, notamment en commerce, auxquelles je ne m'étais pas vraiment préparé avec le cursus prépa ingénieur histoire de leverager un peu sur ma casquette d'ingénieur avant pour y ajouter une deuxième casquette si possible, obtenir un super poste derrière. Voilà. Ok, très bien, très bien. Donc voilà. Maintenant, on va parler du GMAT. Beaucoup de gens me posent la question, combien de temps ça prend la préparation, combien d'heures par semaine il faut bosser, et toute cette histoire. Comment se préparer vraiment au GMAT? Donc racontons un peu ton histoire avec le GMAT. Combien de temps ça t'a pris? Combien d'heures tu as bossé par semaine? Comment tu t'es préparé? Avec quel support? Avec quelle méthode? Et quel score tu as obtenu, combien de fois tu l'as passé, et tout ça. Raconte un peu ton expérience avec le GMAT, s'il te plaît. D'accord. Le GMAT, c'est un Everest, hein. À lui tout seul, il faut réussir à l'escalader. Et pour l'escalader, il faut bien anticiper et bien programmer, bien planifier. Donc, il y a déjà deux cas. Il y a celui de la personne qui travaille dessus à temps plein ou à temps partiel. Moi, j'étais dans le cas un peu atypique du temps plein. Donc, comment j'ai travaillé dessus? Ma première étape, ça a été tout de suite de chercher une base de données fiable avec des cours, des exercices. Et c'est là que j'ai très vite trouvé la plateforme Réussir le GMAT. Euh, J'avais besoin de ça parce que finalement, j'avais quand même des bases avec la prépa et l'école d'ingé. Donc, j'avais quelque part besoin d'un référentiel stable sur lequel je pouvais m'appuyer pour travailler, construire, retrouver ma forme d'antan et obtenir un bon score. Euh, je dirais que pour moi, ça a dû prendre à peu près un mois à temps complet euh, pour me préparer et le passer une première fois. Et j'ai eu la chance, j'ai obtenu mon score cut-off à la première fois, donc je ne l'ai pas repassé une deuxième fois. J'ai obtenu 730. Je dirais après que bon, faut relativiser. J'avais des bases avant, ça aide beaucoup. Quand on n'est pas forcément très matheux, on peut évidemment avoir besoin de passer plus d'heures dessus. Et c'est encore plus vrai, je pense, pour les cas à temps partiel, où la somme des heures, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Il faut parfois passer peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans dessus, je ne me rends pas compte. Mais en tout cas, oui, ça prend du temps, de l'énergie aussi, parce que mine de rien, on se remet en objectif apprentissage comme sur les bancs de l'école. Donc c'est beaucoup plus fatigant finalement que le travail d'un point de vue intellectuel. On réapprend des nouvelles choses. Et puis voilà, après le GMAT en lui-même, je pense que le plus important, c'est d'essayer de se construire de solides bases d'abord, c'est-à-dire de comprendre le mieux possible un peu où vont les exos, quel domaine sur quel domaine on nous teste. Et ensuite, une fois que les bases de cours, les notions sont solides, travailler des exos, bourriner des exos. Le GMAT, finalement, on nous demande aussi d'être un peu brutal et
de savoir casser un peu tout ça en petits morceaux et trouver des solutions rapidement. On nous demande d'être efficace avec le temps. En dernier point, je dirais que c'est faire des examens blancs, évidemment des GMAT blancs. Ça vaut le coup d'investir sur le site mba.com les quelques dollars qui permettent de passer des GMAT blancs. Et un autre petit conseil pour la fin, bien s'habiller pour le jour du GMAT, s'habiller pour la réussite parce que ça fait très clairement gagner quelques points. Oh, ok, très bien. Et du coup, la plateforme, notre plateforme sur laquelle tu as étudié, qu'est-ce que vraiment, si on veut creuser sur ce point-là, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus de ta base qui est déjà là? Parce que, voilà, comme tu as expliqué, tu as un profil grande école, donc tu es déjà matheux, tu es déjà très bon en anglais, donc je dirais ton niveau initial était aux alentours de 650, 670. Et avec la plateforme et avec l'effort que tu as mis, tu as pu voilà, gagner 60 ou 80 points environ en plus. Donc, qu'est-ce que cette plateforme t'a apporté en plus de ce que tu as? D'accord. La plateforme, déjà, c'était un cadre pour moi. Ça m'apportait vraiment ce référentiel. Oui, certes, j'avais des bases, mais les concours, ça remontait quand même à 2010, donc on parlait de 10 ans d'écart. Donc c'est sûr que j'étais plus frais du tout sur toutes ces notions de cours. Et puis donc, cette plateforme m'a apporté comment dire, le savoir, le rappel de tout ce savoir, mais elle m'a aussi apporté un cadre. Elle était bien structurée en sections, en chapitres. Je savais m'y retrouver, je savais exactement quel était mon niveau d'avancement dans le cadre de mes révisions, que ce soit des cours ou que ce soit de craquage d'exercices. Voilà, elle m'a apporté ce cadre qui m'a permis de structurer mon travail dans le cadre du GMAT. Qui plus est, c'est finalement, ça peut être très avantageux pour quelqu'un qui n'avait pas forcément, comme dans mon cas, besoin de cours particuliers. D'un point de vue pécuniaire, c'est optimal. Donc ça, c'est une chose. Il y avait tous les exercices que je voulais. Donc j'avais tout ce qu'il fallait pour m'entraîner. Et je dirais aussi que ce que j'ai apprécié, c'est l'accent qui était mis sur la compréhension et le fait de vraiment structurer sa pensée plus que de simplement bourriner des exos et essayer de les résoudre coûte que coûte sans forcément comprendre ce qu'on faisait. Non, on cherchait à comprendre ce qu'on faisait, tout était structuré et ça m'a permis vraiment de suivre ce fil rouge tout le long de ma préparation jusqu'à l'examen, tout en me sentant vraiment sécurisé en ce sens que je savais que le temps que je passais était efficace et serait utile. Et d'ailleurs, comme tu l'as souligné à Nice, les 60 ou 80 points de plus ne sont pas venus par hasard. Ils sont venus d'une part des efforts, mais d'autre part surtout de la structure et de la planification dans ces efforts. Il fallait que ces efforts soient bien investis. Et donc, c'est ça que m'a permis, en somme, de faire la plateforme Réussir le GMAT. Voilà. Donc, avant de terminer la phase GMAT là et bouger pour voir autre chose, il faut vraiment parler d'une chose très importante. C'est que Alexis, c'est un cas atypique. D'accord? Pour ceux qui vont m'appeler après et me dire je vais faire comme Alexis, c'est peut-être possible et c'est peut-être pas possible. D'accord? Parce que Alexis, il vient d'un background ingénieur, il est super fort en maths, super fort en anglais déjà. Et c'est pour ça qu'il a pu en un mois faire un 730. Mais pour la plupart des gens, ça va être vraiment très dur d'avoir 730 en un mois. La moyenne des gens, normalement, c'est 2 mois, 3 mois. Et aussi, 730, c'est pas un score faisable pour tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que on n'a pas besoin de dépasser 700 pour avoir un très bon MBA. On peut toujours faire un très bon MBA en ayant entre 650 et 700 au GMAT sans aucun souci, quoi. D'accord? Vous pouvez voir sur notre chaîne, il y a pas mal de vidéos d'exemples des gens qui ont 670, 680, 660, qui ont eu les meilleurs MBA, même avec ces scores-là. D'accord? Donc, il faut que ça soit clair. OK, donc on va bouger pour voir maintenant un peu. Donc, tu as postulé tu voulais quelque chose de franco-français, un MBA en France. Donc, il y a les meilleurs MBA en France sont
INSEAD et HEC. Donc, tu as postulé aux deux, tu as préparé les essais et tout. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de parler des entretiens. D'accord? Donc, pour HEC, il y a deux entretiens avec alumni. Tu prépares une présentation, puis après, les alumni vont te poser des questions. Pour INSEAD, il y a la partie interview, tout d'abord vidéo que tu fais tout seul devant la caméra. Ils vont te poser des questions, te donner le temps pour réfléchir et puis après tu réponds devant la caméra. Et si tu es bon, ils t'invitent à deux interviews avec les alumni. Donc, raconte-nous un peu de ton ressenti, un peu de ton feedback. Quelle interview était la plus challenging? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Quels conseils tu donnes aux personnes qui préparent leurs interviews dans ces deux écoles? Ok. Oui, alors tu as très bien décrit les deux process, c'est exactement comme ça que ça se passe. Je dirais qu'ils sont justement du coup très différents parce que finalement, l'interview par exemple INSEAD, j'ai noté que tout l'aspect me tester en direct, savoir si j'étais capable de structurer très vite, il était finalement plutôt traité dans l'interview vidéo faite au préalable qui est d'ailleurs un exercice très difficile parce que c'est très frustrant. On en ressort sans aucun feedback. Donc, on se demande vraiment, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de bien? Est-ce que j'ai pas tout raté? Très honnêtement, c'est ce que je me suis dit en sortie et finalement, la preuve que non. Donc, il faut surtout pas perdre confiance en soi sur ce genre d'exercice qui est franchement délicat et difficile. Sur l'interview alumni INSEAD précisément, c'était finalement un ton un peu plus informel. On échangeait, on était là pour finalement m'apporter le plus de perspectives sur est-ce que le MBA INSEAD était vraiment fait pour moi ou pas. J'ai senti que c'était une discussion constructive et qui était moins là pour me tester, mais plus là pour me guider et pour un échange sincère. Le processus HEC est différent, l'échange n'en était pas moins sincère, mais les deux exercices sont fusionnés en un. C'est l'interview avec l'alumni qui va déterminer aussi si tu es bon en présentation, si tu es bon pour structurer ta pensée, etc. C'est pour ça qu'on te demande de préparer au préalable une présentation sur un sujet de ton choix. Moi, j'avais choisi comment la diversité culturelle de Hong Kong en faisait un endroit à, très haut résultat, pour rester assez vague, puisque c'était le sujet de la présentation. Et donc, on m'a chronométré, on m'a posé des questions, on m'a vraiment challengé à la fin de ma présentation. Donc là, je me suis pas du tout senti dans ce cadre un peu informel et amical que j'avais déjà ressenti un peu pendant l'interview de l'INSEAD. Non, là, on me testait sur mes compétences, c'était clair. Après, on est passé effectivement dans une phase dans l'interview HEC pour les deux alumni qui était, elle, beaucoup plus informelle, plus détendue, et où là, effectivement, de nouveau, j'ai retrouvé cette composante de est-ce que le MBA HEC est potentiellement fait pour moi? Est-ce que je vais m'y retrouver? On a répondu à mes questions, les éventuelles questions que j'avais. Donc, je dirais que la différence, elle est vraiment principalement là, et c'est dans la structure que tu as présentée à Nice. Après, in fine, les enjeux sont un peu les mêmes. Le but, c'est de performer au mieux, de montrer le meilleur de soi-même et surtout de rester sincère. Parce que ça se verra tout de suite si on apprend des lignes par cœur, si on répond comme un robot. L'alumni va le ressentir, je pense, et je ne crois pas que ce sera un bon point dans le cadre du processus. Donc, rester soi-même, évidemment, performer lorsqu'on vous demande de performer. Donc, pour INSEAD, c'est particulièrement pendant l'interview vidéo, et pour HEC, c'est particulièrement pendant la préparation et pendant la présentation. Maintenant, voilà, libérez-vous aussi pendant l'interview parce que finalement, l'objectif, c'est d'apprendre à mieux se connaître entre l'alumni et vous et d'apprendre de pouvoir confirmer si l'école est vraiment un bon fit pour vous ou pas. Ok. Donc pour toi, c'était un peu le même niveau de difficulté pour les deux, à peu près? Je dirais que oui, si on arrive vraiment à décorréler ces deux aspects de l'interview qui sont d'une part le fait de tester et d'autre part le fait de connaître, d'échanger, je dirais que oui, simplement peut-être l'interview d'HEC m'a finalement demandé plus de temps de préparation par définition parce que préparer une présentation de rien, un PPT et la faire, c'est forcément du temps qu'on passe dedans.
INSEAD, finalement, la préparation pour l'interview vidéo, elle n'est pas très longue parce qu'on ne peut pas non plus bachoter les questions. On peut pas. L'idée, c'est vraiment de tester les compétences de la personne en direct. Sur l'exercice HEC, il y avait finalement un peu plus la possibilité de travailler en amont et beaucoup Donc, tu plus. t'es pas préparé du coup pour l'interview vidéo, tu t'es pas préparé parce que je connais des gens, moi, qui ont une base de questions et qui se préparent pour chaque question et tout. Non, Qu'est-ce que tu bien penses? sûr, je me suis préparé un petit peu parce qu'il faut quand même au moins se chauffer. Pour moi, ça ressemble finalement à quand on est à ce moment-là dans l'entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'on fait? On reçoit des questions, on réfléchit et on répond. Donc, quelque part, où on est structuré pour le faire, où on n'est pas structuré pour le faire. Bien entendu, il faut se chauffer. Il faut se chauffer sur l'exercice, il faut apprendre à s'enregistrer devant une webcam, il faut apprendre à cliquer, il faut apprendre à voilà, il y a tout ça. Donc, l'exercice est un peu particulier et demande quand même à être pratiqué. Maintenant, je ne considère pas qu'il faille passer des heures et des heures de préparation. En tout cas, ça dépend des personnes, peut-être que d'autres oui. Mais personnellement, moi, je n'avais pas finalement d'intérêt à passer des heures et des heures de présentation, de préparation sur l'interview vidéo, puisque les réponses, elles sont là. Ce qu'il faut apprendre, c'est à structurer sa pensée et à les présenter Justement. clairement. Et parfois, c'est un travail de fond qui demande beaucoup plus de temps. Et dans ce cas-là, on travaille là-dessus bien en amont. Mais disons que juste avant l'interview, on va dire quelques jours avant l'interview, même pas, on a une fenêtre de 48 heures pour le faire. C'est pas là qu'on va faire cette préparation de fond. À l'inverse, pour la présentation PowerPoint à l'alumni HEC, celle-là, on peut quand même passer un nombre d'heures dessus, un certain nombre d'heures, et ça va d'ailleurs déterminer la qualité de la présentation, évidemment. Donc, il faut les passer, ces heures-là. Elles sont essentielles. Ouais. Sur l'interview vidéo, moi, je recommanderais ou de se préparer bien en amont, ou alors d'être simplement conscient de sa capacité à faire face à ce genre d'exercice, moyennant un minimum de préparation pour être familier avec le cadre, connaître le cadre et ne pas être surpris au moment venu. Alors le truc, moi, ce que j'apprends à mes élèves qui préparent avec nous les entretiens, c'est de structurer. C'est-à-dire, dès que tu as une question, il faut que tu prépares une structure. Un, deux, trois, il faut que ça soit vraiment clair et vraiment fluide. Parce que la plupart des élèves, ils partent dans tous les sens. Ils ont tendance à parler de ça, puis changer, puis tourner en rond, puis après. Voilà, le plus important, c'est dès qu'on a une question, profiter du temps de préparation pour structurer. J'ai parlé de ça, puis après de ça, puis après de ça. Et voilà, mettre deux, trois, quatre bullet points et vraiment de bien répondre, quoi. OK, très bien. Donc là, avec ton profil, avec ton expérience, tu as une expérience dans l'international, tu as travaillé en Asie, tu as un diplôme grande école, tu as un GMAT de ouf, donc tu as des extra professional activities qui sont très bons. Et donc, du coup, euh, bien évidemment, tu as été admis dans les deux écoles. HEC, c'est la meilleure grande école française, donc tous les Français connaissent HEC. INSEAD, c'est le meilleur MBA en France et en Europe. D'accord? Donc, c'est dur de dire non à une de ces deux écoles, quoi. Pour un Français surtout. Qu'est-ce que tu as choisi d'ailleurs? Quelle école tu as choisi et pourquoi tu l'as choisi? Et raconte-nous un peu l'histoire. Mais du coup, oui, entre les deux, j'ai choisi l'INSEAD et c'est clair que ça a été un choix hyper compliqué. D'ailleurs, je ne cache pas, tu as été déterminant à Nice pour m'aider à faire ce choix parce que finalement, moi, je manquais de recul à ce moment-là. J'étais vraiment le nez dans le processus d'application, de candidature. J'avais du mal à prendre du recul à ce moment-là. Et j'avais d'un côté, donc comme tu l'as bien décrit, cette image de grande école HEC que tous les Français connaissent et qu'on adule, qu'on admire HEC. Et il y avait l'INSEAD qui, pour moi, était plus inconnu, mais pas moins attirant finalement parce que il me rendait curieux. Il me rendait curieux parce que INSEAD est plus cher, INSEAD est plus réputé. Ça vient certainement de quelque part. Et c'est finalement à ces questions-là que j'ai pu apporter des réponses pendant cette période de choix, grâce à ton aide notamment à Nice, parce que j'ai réalisé que l'INSEAD peut-être était plus adapté pour moi qui cherchais justement pas forcément un cadre franco-français que j'avais. Alors,
le MBA d'HEC n'est bien sûr pas franco-français, mais en tout cas, je n'avais pas forcément ce besoin de retrouver l'expérience française de la grande école française, et j'étais au contraire prêt à partir dans finalement une expérience qui n'a de Fontainebleau que la localisation, parce que c'est une espèce de monde à part, en fait, le MBA de l'INSEAD à Fontainebleau. Il n'y a pas de grande école à côté avec laquelle on peut se mélanger. On est une minorité, tout le monde est une minorité à l'INSEAD. Et je pense que ça a été un facteur déterminant dans mon choix, c'est l'aspect diversity, qui fait très clairement partie de l'ADN de l'INSEAD, qu'il revendique, et qui coûte cher d'ailleurs certainement en ce sens que pour pouvoir attirer tous les talents du monde entier, ils doivent aussi parfois aider certains talents qui n'auront pas le budget pour venir, et donc forcément ça se répercute sur d'autres qui ont peut-être plus les moyens. Donc c'est cette diversité, je pense, qui a été le facteur numéro un de choix pour moi. Ensuite, peut-être l'aspect compressé du MBA. Alors ça rend l'expérience extrêmement dense et difficile. Honnêtement, là je viens de sortir de la période P1, qui sont les 2 premiers mois, et parfois on se dit mais en plus j'ai payé pour ça. C'est très étonnant parce que c'est vraiment beaucoup de hardship, beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés, mais on en obtient une extrême satisfaction parce qu'on apprend énormément de choses en très peu de temps. Là, j'arrive pas à croire tout ce que j'ai appris en 2 mois, que ce soit d'un point de vue court ou d'un point de vue humain, avec mon groupe d'études, les profils avec lesquels on travaille, avec lesquels on partage la salle de classe sont vraiment extrêmement divers et tous plus étonnants les uns que les autres. Vraiment, on a à la fois des aliens, on a à la fois aussi des personnes à la pointe dans les domaines du conseil ou de la finance, on a des ingénieurs comme moi, il y a vraiment une multitude de personnalités et de background à l'INSEAD, et donc c'est ce qui m'a fait, comment dire, pouvoir profiter de cette expérience, d'être avec tous ces gens et de pouvoir apprendre de leur background. Ça, c'était aussi donc l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'INSEAD, et je ne le regrette pas aujourd'hui, 2 mois après. Alors, ça ne veut pas dire que la HEC est un mauvais choix. Au contraire, je pense que la HEC est un excellent choix aussi. Et finalement, il faut partir vers ce qui finalement va coller le plus à nos contraintes et nos aspirations. HEC est peut-être aussi plus abordable pour certains budgets, qui plus est avec la bonne bourse d'études qui va avec. Donc, voilà, c'est un trade-off à regarder en fonction de ce qu'on cherche. Moi, c'était plutôt cohérent avec mon parcours grande école que d'aller taper chez l'INSEAD, qui est un peu un monde à part, finalement un peu moins français, un peu plus international, entre guillemets, par rapport à la grande école HEC, en tout cas l'image qu'on en a en France. Et donc, finalement, pour me permettre, moi, de bénéficier de cette image très internationale, très ouverte, et qui ne me cantonnait pas au monde français. Ok, donc toi qui as déjà passé 2 mois, un peu plus de 2 mois à INSEAD, beaucoup de gens me posent la question, est-ce qu'il faut faire un part-time MBA parce que je peux rester dans ma boîte en train de bosser parce que c'est cher un MBA? Est-ce que je peux faire un executive MBA peut-être parce que c'est faisable en part-time? Est-ce qu'il y a des bourses, il n'y a pas de bourse et tout ça? Donc toujours la question de l'argent est toujours présente dans la discussion autour d'un MBA. Beaucoup de gens hésitent à franchir le pas à cause de ce coût du MBA là, parce que environ c'est, je sais plus que c'est combien, c'est 88 ou 80 ou 90, 89 maintenant pour combien? l'INSEAD. 89, 89. 89 89. 000 euros, quoi. Voilà, pour toi, maintenant, après 2 mois chez INSEAD, est-ce que tu trouves que c'est justifié les 89 000 euros pour une année d'études ou pas? Voilà, je veux que ça, tu nous donnes vraiment ton propre avis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo et qui hésitent à faire un MBA ou pas. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est quoi ton ressenti vraiment? Hmm. Oui, alors tu tapes dans le mille, Anis, parce que c'est une des questions qui a été cruciale pour moi, effectivement, parce que je partais avec un budget serré. J'ai toujours un budget très serré, d'ailleurs. Et donc, j'avais le choix concrètement entre un MBA, allez, à la louche, un MBA à 50 000 ou un MBA à 100 000.
Voilà le choix auquel je faisais face. Finalement, on se demande à ce moment-là, mais est-ce que la différence, c'est dû à de l'image simplement? Est-ce que je paye la marque comme un sac à main? Est-ce que voilà, toutes ces questions sont légitimes. En tout cas, je le pense et je me les suis posées. Maintenant, avec la rétrospective des 2 mois que j'ai à l'INSEAD, je n'ai pas de rétrospective de 2 mois à HEC, donc il faut comprendre que c'est qu'un seul son de cloche. Oui, Mais je sais parfaitement maintenant où part l'argent. Je comprends pourquoi ça coûte aussi cher. Alors bien évidemment, c'est parce que les étudiants MBA se destinent à des carrières très porteuses et donc ils ont de quoi le rembourser. Oui, ça c'est le point de vue INSEAD, donc c'est pour ça qu'ils montent les prix et ils ont raison. Mais le point de vue de l'étudiant, c'est finalement qu'est-ce que je recherche dans mon expérience de MBA. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quels sont les fondamentaux que je veux acquérir, qu'est-ce que je veux travailler en allant là-bas et combien de temps j'ai? Finalement, c'est ces quelques questions qu'il faut se poser à soi-même avant pour pouvoir comprendre nos objectifs. Moi, mes objectifs, c'était donc garder une trajectoire de carrière très dynamique avec un changement de secteur. Donc, c'est pas forcément évident. Et en sachant que j'avais déjà un background de grande école, donc qui me poussait plutôt vers un diplôme, on va dire, plus internationalement reconnu comme l'INSEAD que extrêmement populaire, extrêmement connu dans le milieu français comme HEC. Euh, Aujourd'hui, je sais que un MBA coûte très cher parce que on paye le fait d'être tous ensemble avec ses camarades. C'est une opportunité unique qui certes n'a pas de valeur matérielle, mais elle a une valeur fondamentale. On paye la qualité des cours. Je suis tous les jours, mais vraiment bluffé par à quel point les professeurs sont géniaux, mais vraiment géniaux. Je n'ai pas eu un seul professeur où je me suis dit, il n'était pas top celui-là. Pas un seul, pas un seul. Et ce ne sont que des matières que je ne connaissais pas, pour lesquelles je n'avais aucune affinité et où je partais vraiment de zéro. Donc, la qualité des cours était extraordinaire. La gestion du Covid. Je pense que surtout avec le ranking du Financial Times qui est sorti il n'y a pas si longtemps, c'est l'INSEAD a clairement fait preuve d'une énorme résilience et je l'ai noté tout de suite en arrivant en cours en janvier, en pleine pandémie encore. Tout était organisé sur le campus pour qu'on ne soit pas perdu. Tous les stickers qu'il fallait, tous les gels hydroalcooliques étaient là, les rappels des procédures. On avait même un concours qui nous attendait sur la première semaine de lancement pour savoir comment est-ce qu'on pouvait encore améliorer cette sensibilisation au Covid via la théorie du nudge. Donc, j'ai tout de suite noté, en fait, tout simplement, énormément de valeur ajoutée. Pour moi, si je devais résumer l'INSEAD en un mot, je dirais synergie. Synergie parce que j'ai noté une synergie avec les camarades. J'ai noté une synergie entre tous les cours. Tous les cours, finalement, au même rythme qu'ils avancent, à un moment, ont des croisements entre eux, des connexions se font et finalement, 1 plus 1 n'est plus égal à 2. et ça, c'est extraordinaire. La synergie aussi des cultures qu'on retrouve sur place. Et toute cette valeur ajoutée, finalement, on la ressent. Moi, en tout cas, dans le cadre de mes objectifs qui étaient le fait de développer une nouvelle casquette, d'apprendre et de m'ouvrir finalement à encore plus au monde, c'est objectif 1000 fois accompli. Je parle aujourd'hui qu'après 1 mois et demi de MBA, donc évidemment, il en reste encore une bonne partie. Maintenant, l'INSEAD, la partie la plus difficile, ce sont les 4 à 6 premiers mois. Et aujourd'hui, je sais que j'en ai fait donc à peu près un tiers. Et c'est extraordinaire tout ce que j'ai pu apprendre. Mais extraordinaire. Et autant d'un point de vue humain que d'un point de vue court. Donc voilà, après, je suis certain qu'à HEC aussi, on apprendrait énormément. Maintenant, HEC, on pourra simplement noter que ça dure un peu plus longtemps. Donc pour ceux qui peuvent être plus pressés, moi dans mon cas, effectivement, le moins de temps, le plus rapidement, on va dire, j'obtenais mon diplôme, le mieux c'était. Ça sera un facteur différenciant et ça pourra aider à guider notre choix. OK. Et par rapport au financement du MBA, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question, voilà, j'ai pas d'argent, comment je vais faire un MBA et tout.
Par rapport à la moyenne de tes camarades de classe, qu'est-ce que tu peux constater? Est-ce que tu peux constater qu'il y a une majorité qui prennent un prêt, ou est-ce que c'est des fonds propres, ou est-ce que c'est des entreprises qui financent? L'axe de financement le plus dominant que constater? Alors, dominant, je pense que c'est clair, c'est un mélange de fonds propres parce qu'on a tous peut-être un petit matelas plus ou moins gros selon les profils et surtout énormément d'emprunts. Donc, on est tous endettés, c'est clair. Ouais. C'est Alors, ça ce que quand je je dis tous, voulais, c'est pas voilà. vrai. Voilà, c'est ça ce que je C'est, voulais c'est- montrer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'emprunter de l'argent, qui ont peur, qui se disent, ouais, mais si jamais je trouve pas un boulot, si jamais je peux pas rembourser, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est pour vous montrer vraiment que la plupart des gens à INSEAD ou même à HEC ou même dans n'importe quelle école du top 5 en Europe sont endettés, quoi. Ils prennent Ouais, ils prennent de mais l'argent. complètement. L'INSEAD, oui, évidemment, j'ai des camarades aussi qui sont venus sponsoriser et ça me fait toujours un peu bizarre de me dire qu'il y a des gens finalement qui ont eu la chance d'avoir leur entreprise qui a carrément investi sur eux et autant d'argent pour qu'ils puissent étudier. Bon, ça, je suppose que c'est inhérent à la réputation de l'INSEAD, notamment auprès des entreprises de conseil, les MBB, qui sont très friands de diplômes INSEAD. Maintenant, oui, la majorité de mes camarades, comme moi, sont endettés. Moi, je me suis endetté très fortement sur 8 ans. Je ne sais pas. Moi, évidemment, l'incertitude est toujours là et on se demande toujours, mais est-ce que j'aurai un travail une fois mon diplôme en poche et est-ce que je vais être capable de rembourser? On se pose finalement, on peut se poser les mêmes questions s'il s'agit un jour d'emprunter pour acheter une maison. Finalement, ce n'est pas que ce soit un MBA ou que ce soit autre chose. C'est la question de finalement, est-ce que ce dans quoi je pars va m'apporter un retour sur investissement à la hauteur de ce que j'investis. Euh, Évidemment, pour l'INSEAD, le prix est tellement élevé que je pense que ce serait mentir que de garantir à tout le monde, oui, oui, vous aurez votre retour sur investissement en 5 ans ou même 10 ans. Il y en a peut-être pour qui ce sera 15, mais finalement, même 15, ça peut être quelque chose de très bien. Donc, je pense qu'une majorité de personnes vont tenir un retour sur investissement assez rapidement. Maintenant, pour moi, c'est ce que j'appellerais le théorème de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que j'ai noté qu'il y a tellement de valeur ajoutée dans le diplôme INSEAD et aujourd'hui, j'en ai vécu qu'un cinquième, 20%. Mais je vois qu'il en reste encore 80% à apporter de cette valeur ajoutée. En sortant sur le marché du travail avec cette valeur ajoutée, ça me paraît impossible de me dire que je ne trouverai pas un employeur qui voudra en bénéficier. Ça me semble impossible. Ou alors, ça veut dire que l'économie sera sacrément en berne et nos difficultés seront autres. Voilà mon point de vue sur cet aspect-là. Et je pense que c'est tout à fait normal de se poser la question, est-ce que je dois m'endetter ou pas? Maintenant, j'aurais tendance à dire que finalement, à choisir entre m'endetter pour acheter une maison ou un diplôme INSEAD, aujourd'hui, moi, j'ai choisi le diplôme INSEAD et je pense que c'est loin d'être fou comme choix parce que ce qu'on capitalise sur soi-même avec un tel diplôme, et je ne parle pas que de l'image, je parle bien de tout ce qu'on apprend et ce qu'on découvre grâce à cette expérience, c'est presque priceless. Alors évidemment qu'on met un prix dessus, mais c'est quelque chose d'unique qu'on va garder avec nous toute notre vie. Et le réseau INSEAD qui est tout simplement extraordinaire. J'en ai bénéficié très peu, mais pour l'instant, mais j'en ressens bien la force. On va l'avoir toute notre vie avec nous. Et donc, finalement, est-ce qu'on l'aura amorti en un an? Non. Est-ce qu'on l'aura amorti en 2 ans? Non. 3, 4 ans peut-être, oui, 5, 10 ans peut-être, 15 ans certainement. Mais 40 ans, c'est absolument certain que ce sera rentabilisé. Et donc, c'est un investissement sur une vie. Moi, c'est comme ça que que je me suis rendu raisonnable, finalement, un tel engagement qui, honnêtement, pour moi, était extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, ça n'a pas été simple. J'ai dû toquer auprès de plusieurs banques. On ne m'a pas dit oui du premier coup. Je me suis battu jusqu'au bout. Hein. Ça a été compliqué. J'ai même failli ne pas être capable de payer dans les temps. Donc, c'est complexe, mais le chemin est ardu, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Et alors bien sûr, oui, c'est peut-être bien aussi d'avoir un toit, c'est une évidence. Maintenant, je pense que le saut en termes de carrière est tel que c'est un investissement qu'il vaut mieux faire tôt.
et le plus tôt possible et ne pas forcément trop se poser de questions de ce type, puisque l'incertitude fait partie de notre monde, qui plus est aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Et même en plein Covid, même en pleine pandémie, je continue de penser que c'était un excellent investissement. Bien sûr, parce que comme tu as dit, la valeur long terme de l'investissement, c'est beaucoup plus que 100 000 euros. Voilà, ça apporte beaucoup plus que ça en termes de carrière et tout. Ça vaut vraiment le coup, quoi. Ok, très bien, très bien. Merci beaucoup, Alexis, de ton temps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens vont aimer cette interview, vont beaucoup apprendre sur comment être admis à INSEAD et qu'est-ce qu'il y a déjà, qu'est-ce que ça peut apporter vraiment à leur carrière. Donc, merci beaucoup. Et pour Avec tous plaisir. ceux qui veulent préparer le GMAT, réussir le GMAT, pour tous ceux qui veulent réussir les entretiens, préparer les essais, leur dossier MBA, vous allez trouver beaucoup d'informations dans la description de cette vidéo. Il y a une formation d'1 heure pour vous apprendre comment vraiment réussir le GMAT. Vous pouvez cliquer sur le lien. Il y a aussi mon numéro, mon email. Vous pouvez me joindre pour poser vos questions concernant l'admission dans un MBA et la préparation du dossier et le GMAT, bien évidemment. Sur ce, moi, je vous dis au revoir. Merci beaucoup, Alexis, et on se voit dans une autre vidéo. Allez, ciao, ciao. Ciao.